Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à l'Actu Plus. Cette semaine, on a une nouvelle employée qui vient avec moi. Bonjour Guylaine. Allô Lydia. Ça va bien? Super bien. Depuis que je suis ici avec toi, ça va très bien. Excellent. Donc, tu travailles ici depuis vraiment pas longtemps, juste quelques jours. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Bien sûr. Eh bien, j'ai commencé lundi. Alors, c'est ma première semaine avec justement la télévision locale d'Amos. Alors, très heureuse d'être parmi vous. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Guylaine Beauchemin et je suis un entrepreneur, donc, ou on peut dire entrepreneuse maintenant. Alors, on était nomades. On est arrivé en Abitibi en juin dernier. Et puis, j'ai eu l'opportunité de pouvoir venir travailler avec la télévision locale et pouvoir faire découvrir la belle région qui est l'Abitibi. Alors, c'est un peu ça mon mandat qu'on m'a demandé, c'est d'être journaliste culturelle et économique, mais en même temps de pouvoir créer de nouvelles émissions ou rafraîchir certaines émissions. Alors, j'ai vraiment hâte de commencer mon rôle. On a hâte de découvrir tes nouvelles émissions, en tout cas. Mais oui, j'ai hâte de vous les présenter aussi. On va en avoir une, on travaille sur un sujet en ce moment qui est pour la période du temps des fêtes. Alors, je ne vous en dis pas plus. Alors, ça va être très, très bientôt que vous pourrez voir le tout. Là, si on enchaîne... Exactement. Ben, écoute, moi, c'est ma première à l'Actu Plus. Alors, je vais vraiment être peut-être un petit brouillon. Mais on va commencer avec les nouvelles de la semaine ou peut-être même de la semaine dernière. Alors, j'ai vu qu'il y a un homme qui était... En fait, il y a un homme agressé par une arme tranchante à Amos. Peux-tu nous en parler un peu plus? Effectivement, le 19 septembre dernier, sur la 3e avenue Est à Amos, il y a eu un conflit entre deux individus. C'est pour ça que la police s'est rendue sur les lieux. Mais quand ils sont arrivés, ils ont vu qu'un homme de 39 ans avait été agressé avec un objet tranchant. Il n'est pas précisé si c'est un couteau, un canif ou quoi que ce soit. Le monsieur aurait des blessures graves, mais on n'a pas craint pour sa vie. Évidemment, on ne sait pas qui est la victime. Par contre, on a le nom de la personne accusée, Patrick Chouinard d'Amos, 33 ans. Ce serait arrivé suite à au vol d'un colis. Il se serait disputé à ce sujet-là et on n'en sait pas tellement plus. Donc, le suspect a été trouvé à peine quelques heures après les événements et il a été arrêté. Mais heureusement. Heureusement pour la communauté d'Amos et les alentours, que ça s'est fait quand même assez rapidement. Alors, il y a une autre nouvelle, c'est Ensemble pour le 3NG. Oui. M3. Peux-tu nous en parler? Puis en même temps, j'aimerais ça que tu puisses nous éclaircir un peu cet aspect-là du 3NG. Donc, le 3 nanogrammes par mètre cube, ça, c'est la quantité d'arsenic qui est permise, c'est la norme au Québec, pas plus que 3 nanogrammes par mètre cube dans l'air. Donc, c'est la quantité qu'une industrie est permise de rejeter. OK. Par contre, la fonderie Horn, qui est là depuis très, très longtemps, avant que les normes existent, a le droit de rejeter jusqu'à 100 nanogrammes par mètre cube. Et plusieurs études, en fait, ont démontré que ce n'était pas sécuritaire pour la population. Il y a des gens qui attrapent des cancers, des enfants qui naissent trop jeunes. On a des enfants qui ont du trouble au niveau de leur développement. Donc, c'est lié probablement à l'arsenic et aux autres métaux lourds qui sont rejetés par la fonderie Horn. Donc, il y a une marche qui a été organisée par plusieurs organismes pour dénoncer ça et demander à ce que le 3 nanogrammes par mètre cube soit appliqué à la fonderie Horn. La fonderie Horn, pour ceux et celles qui ne connaissent pas ça comme moi, est-ce que c'est celle qui est à Rouyn-Noranda qu'on parle? Absolument. Okay. On parle justement de la fonderie Horn qui est à Rouyn-Noranda. On en parle dans les médias depuis plusieurs semaines. La marche a eu lieu le 23 septembre dernier et il y avait près de 900 personnes qui étaient là pour manifester. OK, parce qu'on en a entendu parler beaucoup dans le secteur, justement, un peu partout, en fait, au Québec, par rapport à cette fonderie-là, où le premier ministre, je pense, qui est allé sur place, mais aussi différents chefs de parti aussi, je pense, qui se sont intéressés à cet aspect-là où
il y a peut-être lieu à changer les choses. Beaucoup de personnes sont allées sur place. Il y a eu des études réalisées. La santé publique aussi a fait une déclaration qu'il ne faudrait pas dépasser 15 nanogrammes par mètre cube. Mais là, il y a un flou sur est-ce que la santé publique voulait dire il faut qu'on atteigne 15 nanogrammes par mètre cube demain matin pour atteindre le 3 nanogrammes par mètre cube, ou comme le gouvernement le suggère, on peut prendre 5 ans pour se rendre à 15 nanogrammes par mètre cube. Donc, les organismes considèrent qu'il faut que le 15 nanogrammes par mètre cube soit atteint le plus rapidement possible pour ensuite arriver à l'objectif de 3 nanogrammes par mètre cube, qui est évidemment l'objectif final. C'est vraiment intéressant et je pense que ça va être une nouvelle qui va durer dans le temps pour la continuité et la suite des choses de ce qui va se passer dans le futur, parce qu'on a quand même la population de Rouen qui est affectée par cet aspect-là. Donc, ça serait important là, que ça change. Mais absolument. Mais en plus, au-delà de l'aspect de la santé, il y a des gens qui travaillent dans cette fonderie-là, des gens qui ont un bon salaire, qui ont une situation stable et qui n'ont pas nécessairement envie que la fonderie ferme. Aussi. Donc, il y a une grande fracture sociale, donc des disputes au niveau de la population. Et la mairesse le dénonçait il y a quelques semaines d'ailleurs. Elle espérait que les gens puissent s'entendre sur le sujet. Il y a vraiment deux faces à la médaille, donc c'est à voir dans les prochaines semaines qu'est-ce qui va se poursuivre là-dessus. On a une étude qui révèle que la région est mal desservie en santé. Qu'est-ce qui se passe? En fait, beaucoup de choses. On manque d'infirmières, on manque de médecins, on manque d'ambulances. En fait, on manque de pas mal de choses et pourtant, on a plus de besoins dans la région puisque les villes sont éloignées les unes des autres. D'ailleurs, j'ai fait une entrevue avec Christophe Beaucaire qui est l'un des chercheurs de l'IRIS qui a fait la recherche. Donc, on peut écouter l'entrevue. Oui, certainement. Monsieur Beaucaire, vous êtes chercheur associé à l'IRIS et co-auteur d'une note concernant des recherches sur l'Abitibi-Témiscamingue. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Oui, dans le fond, on a été contacté pour faire une étude sur l'accès aux soins de santé en Abitibi, déterminer s'il y avait des problèmes d'accès. Et donc, ce qu'on a déterminé en ce moment, c'est qu'il y a d'énormes problèmes d'accès aux soins de santé en Abitibi qui sont répartis de manière différente à travers la région. Donc, par exemple, on peut prendre l'exemple de la population qui va chercher des soins en Ontario. On remarque qu'en 2019, il y a à peu près 2400 personnes en Abitibi-Témiscamingue qui sont allées obtenir des soins en Ontario. Mais de ce 2400-là, il y a 80% qui viennent de la MRC de Témiscamingue. Donc, on parle d'à peu près 1800 personnes du Témiscamingue qui ont dû aller obtenir des soins en Ontario parce qu'ils étaient incapables d'obtenir ces soins-là dans la région en tant que telle. Donc, ça nous donne une idée à peu près de la difficulté d'accès aux soins de santé en Ontario, en Abitibi-Témiscamingue, mais ça se répercute à travers la région aussi. Je pense que vous avez été directement mis au courant de cette réalité-là. Il y a eu des énormes coupures de services, il y a eu des fermetures d'urgence, il y a eu des services qui ont été coupés. Par exemple, il y a eu les services d'obstétrique qui ont été coupés aussi dans les hôpitaux de la Sarre, dans les hôpitaux de Témiscamingue. Donc, ça donne une idée. Là, il y a d'énormes coupures de services qui font que l'accès aux soins de santé en Abitibi-Témiscamingue est énormément diminué. On a aussi mentionné dans l'étude que les gens allaient beaucoup à l'urgence pour entrer dans le système de santé pour des soins pas nécessairement urgents. C'est quand même 73% des gens qui se présentent à l'urgence pour des soins de base contre 56% au Québec. Oui, donc en fait, ce que ça révèle ça en ce moment, c'est que ces gens-là devraient idéalement accéder à ces soins de santé-là à travers par le biais d'un médecin de famille. Donc, ce que ça révèle, c'est une difficulté d'accès aux médecins de famille dans la région au grand complet. Donc, les gens, vu qu'ils sont incapables d'obtenir des soins de santé avec leur médecin de famille, mais se rabattent sur les urgences.
Donc ça engorge les urgences, ça rend ça plus difficile pour les gens qui ont des besoins plus urgents d'accéder à ces soins-là. Puis en plus de ça, ben, d'une autre manière, les gens qui ont des besoins non urgents, qui s'en vont aux urgences, peuvent se retrouver finalement abandonnés à cause de la période d'attente et rentrer à la maison. Il y a même des gens que ça peut inciter à refuser ou à éviter d'aller aux urgences tout simplement parce qu'ils vont avoir l'impression qu'ils n'auront pas accès à des soins. Donc, ça diminue les soins de santé, ça diminue l'accès en général. Il y a aussi un ratio de médecins spécialistes par 1000 habitants quand même beaucoup inférieur à la moyenne régionale. Oui, évidemment, là, ça dépend de où est-ce qu'on regarde et de quelle MRC on regarde. Par exemple, dans la MRC d'Abitibi, considérant que c'est l'hôpital d'Amos, c'est un des plus gros hôpitaux de la région qui dessert, il fournit à peu près 50% des opérations dans la région. Il va en avoir un peu plus, mais en général, effectivement, dans les MRC d'Abitibi-Ouest et de Témiscamingue en particulier, les médecins spécialistes sont beaucoup moins nombreux que dans le reste du Québec et dans certaines autres MRC de la région, ce qui fait en sorte que pour les gens qui vivent dans ces régions-là, ça demande souvent des gros déplacements pour se rendre dans une autre MRC pour aller trouver un autre hôpital qui va pouvoir offrir les soins. Puis dans certaines MRC, le nombre d'infirmières peut être jusqu'à 3 fois moins élevé que dans le reste de la province. Oui, en fait, on regarde surtout à ce moment-là les infirmières auxiliaires. Pour les infirmières en général, on est relativement proche de la moyenne québécoise, sauf que là, il faut prendre deux choses en considération dans ce contexte-là. C'est que dès le départ, au Québec, en ce moment, on a moins d'infirmières que ce qu'on devrait, donc on a déjà une pénurie d'infirmières. Et en Abitibi-Témiscamingue, il y a un besoin d'infirmières qui est plus grand à cause de certaines particularités, ce qui fait en sorte que le ratio d'infirmières par habitant devrait être plus élevé déjà en partant en Abitibi-Témiscamingue. Donc, si on est proche de la moyenne québécoise, ça veut dire qu'on est déjà sous ce qu'on devrait être en général. Et si on est proche de la moyenne québécoise, on est aussi sous ce qu'on devrait être en Abitibi parce qu'on a besoin d'une moyenne plus forte que dans le reste du Québec. On remarque aussi une espérance de vie qui est inférieure à la moyenne québécoise, notamment dans la MRC Abitibi puis dans la Vallée de l'Or. Oui, parce que là, dans ces MRC-là, on est à 3 ans en moyenne sous la moyenne québécoise. Ça révèle des besoins de santé vraiment particuliers en Abitibi-Témiscamingue. Ça peut être expliqué par beaucoup de choses en ce moment. Ça peut être les habitudes de vie, ça peut être l'historique de travail des gens, parce que les mines, on sait que le travail des mines peut avoir un impact sur la santé. Puis évidemment, mais dernièrement, avec ce qui se passe à Rouyn-Noranda, on sait que d'un point de vue environnemental, ça peut être problématique. Ceci étant dit, il y a d'autres enjeux qui affectent l'espérance de vie. Par exemple, le taux de suicide et le taux de mortalité des suicides est très, très fort en Abitibi. Ça, c'est des enjeux qui révèlent les besoins de santé particuliers de l'Abitibi puis qui soulignent à quel point la région a besoin en ce moment de ressources supplémentaires pour adresser cette situation-là. Il y a aussi la population qui est vieillissante en région, donc j'imagine que c'est plus difficile aussi un peu pour ça de trouver des infirmières ou des médecins. Oui, dans certaines autres régions, le taux de vieillissement est compensé, par exemple, par de l'immigration, par un taux de naissance plus élevé. En Abitibi, c'est pas ce qu'on observe. Donc, en ce moment, la population en âge de travailler se renouvelle pas. Donc, d'un côté, oui, le vieillissement vient amener des besoins de santé supplémentaires parce que la population plus vieille a besoin de plus de soins de santé. Puis de l'autre côté, ben il y a plus de renouvellement de main-d'œuvre, donc on n'est plus capable de s'occuper de ces gens-là dans le niveau qu'on aurait besoin. Donc oui, ça vient rajouter une autre situation particulière. Dans la note, il est aussi mentionné que ce qui cause en partie ces problèmes-là, c'est la situation démographique et géographique de la région. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu c'est ce que ça veut dire? Oui, ben en fait, la région d'Abitibi est une des moins populeuses du Québec.
mais en même temps, elle est une des plus grandes en termes de surface. Donc, ce qu'on se retrouve à avoir, c'est une population qui est répartie dans des petits villages un peu partout, et c'est une population qui est très peu dense. Donc, pour compenser cette situation-là, on a on a plusieurs installations, par exemple des hôpitaux, mais surtout des CLSC. Par exemple, l'Abitibi, c'est la région au Québec qui a le plus haut taux d'hôpitaux par habitant. Le problème avec ça, c'est que plus on a d'installations, plus on a besoin de gens pour les fournir, pour les activer. On a besoin de travailleurs pour travailler puis pour remplir les quarts de travail nécessaires. Ce que ça fait avec ça, c'est qu'on a besoin d'une plus grande proportion d'employés de la santé par habitant pour desservir les petits villages. Donc, c'est une des raisons pourquoi on a besoin de plus d'infirmières par habitant au Québec, en Abitibi que dans le reste du Québec. Même chose pour les médecins de famille. Un médecin de famille va souvent être restreint ou être situé dans un petit village. Ce médecin-là va pouvoir seulement desservir une population limitée. C'est pas tout le monde qui va se déplacer sur des centaines de kilomètres pour accéder à un médecin de famille. Donc, ça donne un bon exemple. Sinon, on peut prendre l'exemple aussi des ambulances. On a, à certains moments, avec les coupures de service en ce moment en Abitibi, on parle d'à peu près 5 ambulances une pour chaque MRC, mais 5 ambulances pour un des territoires les plus grands de la province de Québec. Donc, c'est quelque chose qui est relativement problématique en soi. Puis c'est quoi les conclusions à la fin? Qu'est-ce qu'on dit qu'il faudrait peut-être faire pour régler ces situations-là? Bien, la grande cause du problème en ce moment de l'accès en santé en Abitibi, ça ramène à un problème plus large dont on parle depuis assez longtemps dans la région. C'est le problème de la pénurie de main-d'œuvre. Puis ça, ce problème-là, il prédate la crise de la COVID, parce que déjà en 2019, on observait qu'il y avait des problèmes d'accès aux soins de santé. Il y a plusieurs des notes, des statistiques dans l'étude qu'on va publier ce jeudi qui datent d'avant la pandémie. Donc, le problème, c'est la pénurie de main-d'œuvre et l'enjeu, c'est ça, c'est justement d'aller chercher des nouveaux employés, il faut aller les chercher à l'extérieur de la province ou à l'extérieur de la région du moins. Et là, l'enjeu, c'est justement ça, c'est comment aller chercher ces employés-là et comment aussi s'assurer qu'ils vont rester dans la région. On sait que dans la municipalité de La Sarre, dernièrement, il y a eu une grande séduction un financement qui a mené à offrir des bonus à des nouvelles infirmières qui accepteraient de venir s'installer dans la région. Ceci dit, ces bonus-là dépendent du fait que ces infirmières-là restent 2 ans à l'hôpital de La Sarre, ce qui est bien, sauf que ce genre de situation-là, d'un, peut pas être élargi nécessairement. Puis ensuite de ça, après ces 2 ans-là, c'est pas des garanties que ces gens-là vont rester sur ce territoire-là. Donc, il faut trouver des manières de rendre l'installation en Abitibi-Témiscamingue plus intéressante pour des gens qui viennent de l'extérieur. Puis, il faut aller plus loin parce que là, on sait que depuis plusieurs temps maintenant, le gouvernement offre des bonus aux infirmières. Ces bonus-là, mais ils peuvent être intéressants jusqu'à un certain point. Donc là, il faut peut-être commencer à trouver de nouvelles manières d'intéresser les gens à venir. Par exemple, on pourrait penser à offrir des logements à ces gens-là. Ça, c'est une option qui pourrait être intéressante. Parfait. Merci beaucoup d'avoir été là. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Non, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Donc, comme on le sait, la population est vieillissante dans certaines MRC et aussi on a la population qui va se retrouver à avoir une moyenne d'espérance de vie plus basse que la moyenne québécoise. Et selon le chercheur, c'est vraiment important qu'on ait des bons services en région parce que les gens ont plus de besoins. Est-ce que
c'est dans les notes gouvernementales d'amener des nouvelles personnes en région pour travailler dans le système de la santé. Est-ce qu'ils vont aller les chercher sur le côté national ou international? Est-ce que ça se passe? Absolument. D'ailleurs, on a une nouvelle avec le CISAD. Je pensais en parler tantôt, mais on va tout de suite aborder le sujet si je retrouve ma fiche. Donc, le CISAD va participer au mois du Québec en France pour recruter des préposés aux bénéficiaires, des infirmières et des technologues en radio-oncologie. J'avais déjà parlé il y a quelques semaines de cette mission-là qui va se tenir en octobre. En fait, c'est plusieurs personnes de la région qui vont partir en France pour essayer de trouver du personnel dans différents domaines. Là, le CISAT, qui est le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue, va s'occuper vraiment de l'aspect santé, mais il y a plusieurs autres entrepreneurs qui vont aller en France aussi. OK. Est-ce qu'à ce moment-là, le gouvernement va permettre les diplômes qu'ils ont là-bas et les reconnaître ici par rapport à ça, où ils vont devoir étudier dans le domaine et ensuite pouvoir travailler dans ce domaine-là de santé? Est-ce que tu as une idée par rapport à ça? Bien, en fait, ce que la madame du Centre local de développement de Rouyn-Noranda m'expliquait, c'est qu'il existe plusieurs catégories d'emplois. OK. Donc, il y a des catégories où tu peux avoir, si tu as un diplôme équivalent, il va être accepté plus facilement, tu vas avoir moins de cours à reprendre, tandis qu'il y a certaines études où on ne peut pas nécessairement immigrer ici et que ce soit reconnu. Donc, les diplômes qui sont visés, c'est des diplômes qui sont reconnus ici et qui permettent aux gens de travailler ici. Je veux pas dire n'importe quoi, ça se peut qu'ils aient à reprendre quelques cours, mais globalement, leur diplôme est valide. Donc, il y a une opportunité pour les gens qui aimeraient immigrer ici au pays et venir en Abitibi, découvrir notre région et de pouvoir y travailler. Absolument. Et le gros défi, c'est de garder ces personnes-là. C'est pas juste de les faire venir. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que les personnes viennent. Ils ont un contrat de 2 ans avec parfois des bénéfices financiers comme à la SAR. Mais ils vont repartir pour les grands centres parfois après ça. Donc, c'est pour ça que c'est un gros défi de garder ces personnes-là, qu'elles se sentent bien en Abitibi-Témiscamingue, qu'elles se sentent accueillies. Et surtout, si elles ne parlent pas français, là, c'est encore un autre défi. C'est un autre défi, effectivement. Bien, merci de nous avoir éclairé sur cet aspect-là. Alors, c'est un dossier qui est à suivre sur la santé en Abitibi. Maintenant, on va passer à Louis-Court. Il s'est passé une saisie de stupéfiants. Oui, donc le 22 septembre dernier, les enquêteurs de la division des enquêtes sur les crimes majeurs, c'est long comme ça, ont arrêté une femme de 21 ans et un homme de 20 ans pour trafic de stupéfiants, comme on l'a mentionné. C'était un couple, ils se promenaient à bord de leur véhicule et ils ont été interceptés. C'était dans le cadre du programme Accès Cannabis, donc c'est pour diminuer l'accessibilité de drogue auprès de... par le marché noir, en fait. OK. Et c'est pour éviter une concurrence déloyale à la SQDC, en fait. Oui, c'est ça. Et donc, ils ont perquisitionné leur véhicule, mais aussi leur domicile à la 2e avenue Est à La Sarre. Dans la résidence, ils ont quand même trouvé environ 1000 comprimés de méthamphétamine, plus de 400 grammes de cannabis illicite, plus de 400 cigarettes de contrebande, des friandises au cannabis illicite, du matériel de production de cannabis, un plant de cannabis, des objets reliés au trafic de stupéfiants, notamment une machine à compter de l'argent, des listes de comptabilité. Et dans le véhicule, plus de 70 grammes de cocaïne et du cannabis illicite. Donc, ça fait une longue liste. Oui. Alors, ces personnes-là l'homme est encore détenu d'ailleurs, mais la dame a été libérée par sommation et elle va être obligée de se présenter au tribunal. C'est ça que ça veut dire par sommation. Donc, à une date précise, elle doit être là, sinon elle va se faire arrêter de nouveau. Oui, elle est mal partie, cette dame. Hein? On lui souhaite de trouver une autre avenue dans la vie. Et voilà, exactement. Peut-être que justement la prison va l'amener vers autre chose si jamais. On ne sait pas encore si elle va faire de la prison, je tiens à le préciser. Ça dépend de tellement de facteurs. À ce moment-ci, on ne peut pas le savoir à l'avance. Bon, bien, espérons que tout tourne bien autour d'elle et de la société. Maintenant,
On va parler encore des infirmières, mais là, de la science infirmière à l'UQAT. Il y a un cours qui est sur la sécurisation culturelle. Oui, donc, premièrement, on va définir c'est quoi la sécurisation culturelle des Premières Nations et des Inuits. C'est d'offrir des services qui sont adaptés à leurs besoins, à leur façon de voir le monde. Donc, si je donne un exemple, une femme qui accoucherait au Nunavut, peut-être qu'elle va avoir un rituel autour de ça. Peut-être qu'elle va vouloir le faire à la maison, mais le système de santé n'est pas adapté à ces besoins-là. Donc, souvent, c'est des centaines de kilomètres qu'il faut parcourir pour accoucher. Et aussi, ils ne vont pas pouvoir nécessairement le faire de manière traditionnelle non plus. Donc, ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. C'est la raison pour laquelle, je tiens à préciser que c'est grâce à Joyce Echaquan, en fait, qu'on a ça. Paix à son âme. Donc, cette dame-là qui avait subi des traitements racistes à l'hôpital de Joliette. Alors, suite à cet événement-là, l'UQAT a adopté le principe de Joyce. Et il a décidé de créer un cours en sécurisation culturelle des Premières Nations et des Inuits. Donc, ce cours-là, c'est pour les personnes qui étudient au bac en sciences infirmières. Et d'ailleurs, les personnes qui font le DEC-BAC vont avoir le cours aussi. C'est depuis cet automne. C'est pour pouvoir initier les élèves à la sécurisation culturelle, leur expliquer ce que c'est, identifier les effets de la discrimination et du racisme, donc pour éviter que ce genre de situation arrive à nouveau, et développer leurs compétences pour offrir des soins culturellement pertinents, sécuritaires et équitables auprès des Premières Nations. Bon, ça évolue de ce côté-là. C'est excellent, ça. Maintenant, on parle d'un sujet qui peut être délicat pour certaines personnes et très passionnel pour d'autres personnes, les promesses électorales. Oui, en fait, je tenais surtout à mentionner que cette semaine, j'ai écrit un article par parti pour résumer quelques promesses de ces partis-là. Je tiens à préciser que comment j'ai fait mes articles, c'est par rapport aux communiqués qui m'ont été envoyés. Donc, qu'est-ce que le parti lui-même prônait et valorisait. Donc, ça ne couvre pas tous les sujets. C'est des articles de 380 mots environ, donc c'est assez court. Mais je crois qu'une personne qui hésite encore un peu pourrait se faire une tête un peu là-dessus. Donc, ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil. Et on sait que c'est la dernière ligne droite pour les élections. On a la visite de François Legault, de Manon Mancé en région. Donc, hâte de voir qui va être élu le lundi prochain. Bien oui, le 3 octobre, pour ceux qui ne le savent plus. C'est le temps d'aller voter, c'est la dernière occasion. Oui, exactement. Maintenant, parlons de comptabilité. Il y a des stages rémunérés en technique de comptabilité et de gestion. Oui, absolument. Donc, c'est pour justement les étudiants au cégep en technique de comptabilité et de gestion. C'est la 7e formation qui va avoir droit à un programme de stage en alternance travail-études. Donc, autrement dit, ils vont travailler et faire leurs études en même temps, ce qui permet d'avoir une expérience sur le terrain. Ils vont avoir 2 stages d'une durée de 8 à 12 semaines, et ça, dès l'été prochain. Et ça, c'est merveilleux, ça, parce que dès que tu es au cégep, que tu as déjà des stages dans un métier ou dans une profession que tu veux occuper plus tard, c'est beaucoup plus motivant, je pense, de poursuivre tes études parce que là, tu es vraiment dans un milieu entrepreneurial. Fait que ça, c'est intéressant. Absolument. Et pas juste ça. Aussi, ça permet de voir si la personne aime vraiment ça. Aussi. Parce que c'est dommage de suivre 3-4 ans d'études pour finalement se rendre compte « Ah, mais j'aime pas ça. » Effectivement. Et il y en a vraiment beaucoup aussi d'étudiants qui partent et qui se disent « Ah oui, c'est de ce domaine-là, je veux faire ça. » Puis rendus, ils font tout leur bac universitaire, puis tout à coup, ils n'aiment pas ça. Ils changent de bac, ils refont d'autres choses. Donc, il y a vraiment une façon un peu plus longue de rester à l'école à ce moment-là et de ne pas travailler sur le marché du travail. C'est ça. Puis c'est dommage pour ces étudiants-là qui perdent des sous aussi au travers du processus. Mais oui. Et donc, c'est vraiment une bonne chose d'avoir de plus en plus de programmes en alternance travail-études. Je tiens juste à revenir sur la page précédente, mardi le 27 septembre. Oui!
Oui. On a passé tout droit. Oui, on a passé tout droit. 58 000 $ ont été amassés pour les hôpitaux de la région. Je tenais vraiment à en parler. C'était dans le cadre du défi des générations qui a terminé le 24 septembre dernier. Les fonds ont été ramassés pour l'hôpital de Val-d'Or, Rouyn-Noranda et La Sarre par les fondations de ces villes-là. À Val-d'Or, ça prenait des équipements dédiés pour l'urgence et les soins intensifs. À Rouyn-Noranda, on avait besoin d'améliorer les soins de santé et l'avancement dans la ville et partout en région. C'est tout ce qui était précisé. Et à La Sarre, on achète de l'équipement médical pour l'unité de réadaptation fonctionnelle intensive, un automasseur cardiaque. Et aussi, c'est pour soutenir le projet La Grande Séduction dont j'ai parlé un petit peu tout à l'heure. En fait, c'est un projet d'attraction de main-d'œuvre en santé. Les gens peuvent donner des sous en dons pour soutenir cette mesure-là. Et les sous sont redonnés aux infirmières qui ont un contrat de 2 ans, si je me rappelle bien. Et je crois que les préposés aux bénéficiaires aussi sont touchés par ça. Peut-être les inhalothérapeutes, je ne suis plus certaine. Donc, c'est une initiative d'Abitibi-Ouest. C'est vraiment génial. Et ça se poursuit justement sur l'autre nouvelle par rapport aux personnes handicapées, donc des services non adaptés pour ces personnes. Effectivement, l'organisme Moelle épinière et motricité Québec lance un cri du cœur pour dire que les personnes handicapées n'ont pas les services auxquels ils auraient droit. C'est notamment le cas dans notre région. On a 4 exemples de personnes qui n'ont pas reçu des services adéquats. À Val-d'Or, on a un bénévole de Moelle épinière et motricité Québec qui est aussi une personne handicapée qui est affectée par le roulement de personnel et la qualité des services. Monsieur Jobin, ça c'est un nom fictif, je le précise, avait un manque d'accessibilité à l'hôpital de Val-d'Or. Il y avait plusieurs services qui n'étaient pas adaptés à sa chaise roulante, mais fauteuil roulant, c'est important de le préciser, fauteuil roulant et non chaise roulante. Par contre, il s'est impliqué sur le comité des usagers de l'hôpital et ça a permis d'élargir la rampe d'accès de l'hôpital et de mettre en place une rampe plus large, ce genre de choses-là. Monsieur Veilleux, à Rouyn-Noranda, a perdu le dernier taxi adapté de la région qui lui servait à se déplacer. Il est obligé de quêter des lifts, comme on dit tout le temps. Et sa femme, qui est son aidante naturelle principale, ne peut pas conduire le véhicule qui permet de mettre son fauteuil roulant. Donc, il est pris à la maison la plupart du temps. Wow! Il y a bien un service de transport adapté, mais le problème, c'est que c'est à des heures fixes. Ils vont te déposer le matin et venir te chercher le soir. Mais une personne en fauteuil roulant en ville ne peut pas nécessairement dire « OK, je vais aller me promener en ville, je vais aller faire des petits achats » parce que les lieux ne sont pas toujours adaptés au fauteuil roulant. Exact. Et il perd sa vie sociale aussi, en quelque sorte. Là, c'est pas évident pour ces personnes. Pour ma part, avoir travaillé un peu dans ce domaine-là, j'ai vu pendant quelques semaines comment ça pouvait se dérouler à une personne qui est en fauteuil roulant et tous les besoins que cette personne-là nécessite pour pouvoir se déplacer et pour pouvoir être éduquée ou socialisée, ce n'est pas évident. Et aussi, souvent, ces personnes ont des besoins où ça prend une ressource humaine. Et une ressource humaine qui est certaines compétences pour pouvoir le déplacer ou l'aider à sa sanitation ou quoi que ce soit. Et il y a un manque, une pénurie aussi au niveau de ce domaine-là des préposés aux bénéficiaires là, qui pourraient venir aider là, ces gens-là. Oui, puis on le sait, les personnes handicapées, on n'en parle pas tant que ça. Et il n'y a pas beaucoup d'actions concrètes qui sont faites pour les aider à intégrer la société. Je voulais parler d'une dernière personne qui est à Tachereau. En fait, elle n'a plus de service à domicile depuis 3 ans à cause de la pandémie. Une infirmière venait au domicile aux 3 semaines pour faire un suivi sur sa santé. Mais avec le début de la COVID, on a fermé son dossier en disant qu'il manquait de personnel. Et depuis, il n'y a plus de suivi pour la prise de pression ou pour une évaluation personnalisée, à moins qu'il remarque quelque chose et qu'il contacte son médecin, qui est à 50 km de là. Donc, la personne est paraplégique et il a contacté son député pour essayer de faire avancer le dossier. Il n'y a eu aucune réponse. Ça prend des solutions, là. Il faut
faut réellement mettre un plan de concertation, une table de concertation autour de tout ça, puis se mettre à trouver des solutions parce que c'est pas évident pour ces gens qui ont besoin de notre aide. Oui, ben non, vas-y. Je pense que tu voulais parler du recrutement en France. Non, on avait pas mal abordé le sujet. En fait, je voulais parler de personnes qui ont besoin d'aide. Oui, OK. En fait, la concertation régionale des organismes communautaires de l'Abitibi-Témiscamingue, donc le regroupement de différents organismes en région, une trentaine d'organismes, va à Val-d'Or aujourd'hui pour le projet « Engagez-vous pour le filet social ». Okay. Donc, le filet social, en fait, c'est toutes les ressources qu'une personne a accès qui lui permet de sortir de l'isolement, de sortir de la pauvreté, d'avoir accès à une personne à qui parler. Donc, les organismes sont une grosse base du filet social. Et il lui présente 3 revendications aux candidats de la région. Jusqu'à maintenant, il y a une personne qui a répondu présente et c'est un membre de Québec solidaire. Je ne me rappelle plus lequel, par exemple. Et donc, les demandes sont liées au sous-financement des organismes, donc mieux financer les organismes communautaires, réinvestir dans les services publics et les programmes sociaux et redistribuer la richesse et les bonifications des programmes sociaux de manière plus équitable. Et aussi faire une grande réforme fiscale pour que les entreprises et les ménages les plus riches, les personnes les plus riches, contribuent davantage financièrement. Oui, c'est une belle façon de contribuer. Dernier point, dans le domaine culturel maintenant. Alors, il y a eu une remise, ou il va y avoir une remise plutôt, du prix Thérèse Pagé. Mais qu'est-ce que c'est ça? Bien, en fait, le prix Thérèse Pagé, c'est un prix qui est remis à un artiste de la MRC Abitibi. OK. Et ce prix-là va aller à Madame Linda Poulain, qui est artiste et une ancienne professeure de musique aussi. OK. Donc, elle a travaillé pendant de nombreuses années pour le conseil scolaire Arikana, mais maintenant, elle est à la retraite. Elle s'est beaucoup investie dans le domaine de la musique. C'est une soliste, une interprète professionnelle en chant. Et elle s'est impliquée à travers des rassemblements comme les chorales d'enfants Viens chanter en chœur ou dans la Semaine des Arts. Elle s'occupe aussi de la chorale de la cathédrale d'Amos, depuis quelques années. Et elle s'implique aussi dans des tournées des opéras de l'Orchestre symphonique régional et du Conservatoire de musique de Val-d'Or. Wow, une femme occupée. Un beau CV. Exactement. Et il va y avoir d'autres prix qui vont être remis également. Geneviève Hardy, une jeune artiste en art visuel, va recevoir le prix de la relève. Et les prix coup de cœur, on ne sait pas encore qui va le recevoir. Ça va se jouer entre Pierre Labrèche, les Productions du Raccourci et la Société des Arts Arikana. Oh, c'est à voir le... ça va être le 30 septembre, donc demain, au moment de tourner cette émission. Et je voulais terminer en parlant de l'Halloween. Ah oui? Oui. Ça va être l'Halloween. On a l'Halloween cette année. Oui. Oui. Oui, et c'est le retour en grand de l'Halloween après la pandémie, le 28 octobre 2022. Oh. Vendredi le 28 octobre, ça va être le temps de sortir les costumes, de sortir les bonbons et de se promener un peu partout en ville. Bon. On met ça à l'agenda cette année, 28 octobre prochain. Ça va être le fun. Alors, est-ce que nous, on sera costumés? Qui sait? On ne sait pas. On ne sait pas. Merci beaucoup d'avoir été là. Bien, ça me fait plaisir. Merci de m'avoir invité à ta table de Actu Plus. Et nous, bien, on va peut-être se revoir la semaine prochaine. Peut-être. Qui sait?